Merci beaucoup Jean-François, merci à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Excuse-moi. Donc, vous voyez ma première page, la décarbonation de l'aviation. Oui, tout à fait. Très belle Je photo. passe sur la deuxième page. Est-ce que vous la voyez, l'enjeu climatique? Oui. Yes. C'est moi qui Bon, tu me dis. d'accord. Donc l'enjeu climatique, évidemment, il est assez évident pour tout le monde, je pense ici, hein. La lutte contre le réchauffement climatique est une priorité pour l'ensemble du monde économique, pour l'ensemble du monde industriel, comme pour les gouvernements nationaux. Ce qui est intéressant, parce que l'aviation est souvent critiquée sur son impact climatique, c'est de regarder à la fois les chiffres et les actions. Les chiffres, il y a un certain consensus pour dire aujourd'hui que les émissions de l'aviation internationale représentent environ 2,5% des émissions de CO2 liées à l'activité humaine et 3,5% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le carbone, on en parle souvent, n'est pas le seul gaz à effet de serre. Vous avez le méthane, les NOx, etc. Et pour l'aviation, vous avez les fameux nuages de traînée qui peuvent avoir un effet réchauffant la nuit et un effet refroidissant le jour, mais l'effet réchauffant la nuit est supérieur à l'effet refroidissant de jour. Donc il y a beaucoup d'études, c'est un domaine assez complexe, mais disons que le consensus est celui-là, notamment via l'université de Manchester et le professeur David Lee, 2,5% des émissions de CO2 et 3,5% de l'ensemble des émissions à effet de serre. Ça situe bien l'aviation dans l'ensemble de l'enjeu. Après, je disais, il faut juger les chiffres et les actions. Tout le monde ne sait pas que, en fait, l'aviation, globalement, a pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone, ce qu'on appelle le net zéro carbone émission en 2050. Vous savez que l'accord de Paris demande aux États de limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés. Ça correspond à ce qu'on appelle un budget carbone. Et l'un des objectifs majeurs pour essayer de rester à 1,5 degré Celsius d'augmentation depuis l'ère pré-industrielle, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de CO2 émis dans l'atmosphère que de carbone absorbé, ce qu'on appelle le net zéro, pour stabiliser le réchauffement climatique. Or, en matière d'aviation, deux dates importantes, 2021, l'ensemble des acteurs de l'aéronautique mondiaux réunis dans l'ATAG, Air Transport Action Group. Donc vous avez là-dedans les constructeurs aéronautiques, les services de navigation aérienne, les compagnies aériennes représentées par IATA, ainsi que les aéroports représentés par ACI. Tous se sont engagés à œuvrer ensemble pour atteindre net zéro en 2050. 2022, assemblée de l'OACI, résolution de l'OACI de travailler ensemble pour l'atteinte d'un objectif net zéro en 2050. Je crois que c'est un exemple un petit peu unique où, au niveau mondial, à la fois tous les acteurs industriels et tous les États se sont mis d'accord sur l'objectif. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut atteindre ces objectifs. Donc, slide suivante, la trajectoire passée et future. Ce qui est relativement rassurant, en tout cas encourageant, c'est qu'au cours des 30 dernières années, 90-2022, les émissions de l'aviation ont été réduites de 50% au niveau du passager kilomètre transporté. Donc la performance de ce transport aérien, la performance des avions a été améliorée de 50%. C'est assez remarquable et c'est intéressant aussi de voir la performance absolue d'un avion moderne aujourd'hui. Rapporté au passager kilomètre, c'est 64 grammes de CO2 par passager kilomètre. Je ne sais pas si vous avez d'autres références en tête, mais peut-être la performance de votre voiture, une performance de 64 grammes par kilomètre passager, c'est une performance d'une très bonne voiture, notamment d'une voiture hybride.
Et donc, on a réduit cette émission passager kilomètre de 50%. Évidemment, dans ce temps-là, le trafic a été augmenté par 4. Donc, les émissions globales de l'aviation continuent à augmenter, même si sa performance a été beaucoup améliorée. Et donc, on est à un point maintenant de bascule où non seulement il faut continuer à améliorer la performance de nos avions, et on y travaille de manière très intensive, mais en plus, il faut compenser la croissance du trafic aérien. Et pour ça, on a 4 leviers principaux. L'amélioration du vol, donc les opérations aériennes, à la fois du côté de l'ATM et de la conduite du vol par les compagnies aériennes. La modernisation continue des avions, nouveaux moteurs, nouvelles technologies aviation, les carburants durables et ce qu'on appelle les market-based measures, la partie résiduelle qu'il va falloir compenser. Alors si je passe à la slide suivante, vous avez ici la contribution de chaque facteur dans une vue dynamique qui est la trajectoire net zéro de l'aviation d'ici 2050. Donc on part de 2015, évidemment il y a la rupture du Covid, avec une baisse très sensible de l'activité, donc des émissions, et puis une reprise de croissance lente qui s'est confirmée. En fait, on vient juste de rattraper en 2023 le niveau de trafic précédent, en 2019, et on voit une courbe de croissance qui, selon les prévisionnistes, va situer entre 3 et 4% par an, et donc une reprise de l'activité qui devrait être complètement compensée sur le plan des émissions carbone. Alors, en bleu en haut, en bleu clair, vous avez ce qui correspond au remplacement des flottes. Donc, je verrai après, enfin, je vous expliquerai après. Donc, c'est la tendance de remplacement des flottes par la dernière génération d'avions. En bleu foncé, vous avez les nouvelles technologies qui vont être mises en service à partir du milieu de la prochaine décennie. En orange, vous avez ce que peut apporter l'ATM, les services de navigation aérienne et une meilleure coopération des vols. On pourra peut-être y revenir aussi. Et puis en vert, c'est ce qu'on appelle les carburants durables, les carburants d'aviation durable ou les SAF, Sustainable Aviation Fuel, qui représentent, vous voyez, 53%. Donc ces carburants sont très très importants pour arriver à décarboner l'aviation. Alors ces carburants durables, j'en dirai également un mot, ce que c'est et ce que ça apporte. Et enfin, la partie résiduelle qui devra être compensée, donc ce qu'on appelle des offsets, mais en fait, ce qu'il va falloir chercher, c'est du carbone removal, c'est-à-dire retirer de l'atmosphère ce qu'on a pu y mettre de manière résiduelle. Ça peut être capturé par la nature, en reforestation par exemple, ou ça peut être capturé par des moyens techniques, ce qu'on appelle le carbone capture et séquestration, que vous connaissez peut-être, qui consiste donc à aller directement avec de l'énergie décarbonée, prendre le carbone dans l'atmosphère et le restocker, et donc d'inverser le cycle qu'a créé l'utilisation des carburants fossiles, où on a pris effectivement des matériaux enfermés dans la Terre pour les remettre dans l'atmosphère, là, faire le chemin inverse. Alors, les bénéfices de la dernière génération d'avions. Chez Airbus, on a une famille d'avions qui est complètement nouvelle depuis 2015. Qui va de l'Airbus A220. Alors l'Airbus A220, c'était l'ancien Bombardier que nous avons racheté dans les années 2020 et qui représente 20% d'émissions en moins par rapport à la génération précédente. C'est vrai pour toute la famille A320 et c'est encore plus vrai pour la nouvelle génération d'avions long courrier que sont les A330 et les A330 Neo, les A350. Pour la 200, A320, c'est A320 Neo et A220, c'est vraiment un nouvel avion. Intéressant ici de noter aussi les améliorations sur le plan du bruit. Vous voyez que toute cette génération d'avions a fait des efforts très importants sur les émissions de CO2, mais sans oublier que le bruit est les pollutions sonores autour des aérodromes sont un facteur environnemental important et donc on les a réduits de manière très très significative.
Or, aujourd'hui, il n'y a que 25% des avions de cette dernière génération dans les flottes. Donc, on a le moyen, en renouvelant les 75% restants, de réduire à peu près les émissions de l'aviation de 20% par ce renouvellement des flottes. Donc, une marche importante dans la décarbonation. Ensuite, on va préparer la nouvelle génération d'avions. Je vous propose d'aller jusqu'au bout et puis après de faire une séance de questions-réponses, hein, si vous voulez bien. Donc, on prépare donc la nouvelle génération d'avions qui viendra dans la prochaine décennie et on pense qu'on a des éléments intéressants pour continuer à améliorer la performance des avions. Alors évidemment, la légèreté, hein, plus vous êtes léger, plus la performance est bonne. L'A350 est fait à 50% de carbone par rapport aux alliages métalliques précédents. Et donc, on va continuer à travailler à la fois sur les alliages métalliques et sur le carbone pour réduire le poids des avions. Puis dans les cabines, on est passé aussi à des matériaux beaucoup plus légers. Sur les ailes, sur l'aérodynamique des ailes, on a encore des améliorations intéressantes sur le profil des ailes à faire pour gagner de la performance. Sur les moteurs, donc la dernière génération a beaucoup apporté. C'est elle qui a apporté sans doute le plus en gain d'efficacité. Mais vous connaissez sans doute les études en cours sur l'open rotor chez Safran et General Electric, ou bien chez Rolls-Royce, ce qu'on appelle l'UHBR, Ultra High Bypass Radio, qui doit permettre encore d'améliorer la performance des moteurs. Et puis, un peu plus d'électricité, d'hybridation à bord peut aussi amener, comme sur une voiture hybride, hein, notamment sur les appels de puissance importants au décollage, puisque c'est là où on consomme beaucoup d'énergie, un gain d'efficacité. Sachant que d'une manière générale, il y a de plus en plus d'électricité à bord. Bien sûr, Airbus a été très innovant avec les commandes électriques, mais d'une manière générale, on fait de plus en plus appel à l'électricité à bord, et donc l'hybridation peut être un facteur intéressant. L'avion purement électrique va exister. Bon, vous savez qu'on a des modèles d'avions légers déjà électriques qui sont intéressants pour les aéroclubs et la formation des jeunes. On pense que la limite des avions électriques, c'est sans doute 18, 19 passagers, parce qu'après, évidemment, le poids des batteries, hein, le rapport poids-puissance dans un avion n'est plus à l'avantage de l'avion électrique. Et donc, au-delà de 20 passagers, il faut d'autres technologies. Et c'est là où on va commencer à parler de rupture technologique. Vous savez sans doute que Airbus a lancé des études sur un avion à hydrogène. Pourquoi l'avion à hydrogène? En matière de rapport poids-puissance, l'hydrogène est 3 fois plus efficace que le pétrole. C'est-à-dire que vous avez, pour un même kilo d'hydrogène, 3 fois plus de puissance disponible qu'avec un kilo de kérosène. Donc c'est évidemment a priori très très intéressant d'utiliser l'hydrogène à bord des avions. L'autre avantage indéniable de l'hydrogène, c'est que quand vous le brûlez dans un réacteur, vous obtenez de l'eau et pas du CO2. Donc ça permet de combattre les émissions de CO2 de l'aviation. Il y a un troisième bénéfice qui est lorsque vous avez de l'hydrogène à bord, vous pouvez, par ce qu'on appelle des fuel cells, des piles à combustible, en faire aussi de la production d'électricité. Production d'électricité pour les services rendus à bord de l'avion, ou bien même donc des moteurs hybrides électriques, voire des moteurs purement électriques. Donc l'hydrogène a énormément d'atouts pour devenir le carburant du futur de l'aviation. Il a un inconvénient par contre, qui est son volume. Ça prend 4 fois plus de volume. Et donc l'architecture de l'avion qui faisait que on utilisait les ailes comme réservoir ne fonctionne plus bien avec l'hydrogène. C'est pour ça que l'un des modules que vous voyez sur la photo de gauche, c'est l'aile volante, pour trouver une architecture d'avion qui est plus capable de stocker une quantité d'hydrogène importante. À gauche, c'est des avions beaucoup plus classiques,
de genre turbopropre ou single aisle. Et là, on va devoir loger l'hydrogène dans le fuselage, ce qui va réduire le rayon d'action. Et donc aujourd'hui, on est dans des rayons d'action entre 1000 et 2000 nautiques sur ce type d'avion. Donc un avion qui peut desservir tout ce qui est vol régional, mais pour passer à des vols internationaux, là, il faudra revoir l'architecture fondamentalement de l'avion pour être capable de stocker plus d'hydrogène. L'autre enjeu, alors oui, j'ai oublié de dire que pour limiter le volume, contrairement par exemple à des bus à hydrogène que vous pouvez utiliser aujourd'hui, on va liquéfier l'hydrogène. Donc liquéfaction à moins 253 degrés, donc des réservoirs cryogéniques qui vont garder cette température très, très froide pour utiliser de l'hydrogène liquide. Donc stockage de cet hydrogène liquide, transport dans l'avion, utilisation de cet hydrogène liquide à moins 253 degrés. L'autre enjeu pour passer à l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle l'écosystème hydrogène. Donc la fabrication d'hydrogène, évidemment, pour que ce soit un élément neutre en carbone, il faut aussi utiliser de l'électricité décarbonée. Et ensuite, donc, transport et stockage. Et l'une des idées qu'on a pour préparer l'arrivée de l'avion à l'hydrogène, c'est de créer des hubs d'hydrogène sur les aéroports qui vont donc commencer à stocker de l'hydrogène, mais d'abord servir les transports terrestres, les autobus, les véhicules sur les plateformes, les camions lourds qui pourraient également utiliser l'hydrogène comme énergie à bord pour décarboner, puisque évidemment le transport terrestre regarde aussi comment se décarboner. Et donc, bon, à Toulouse, on voit des bus à hydrogène qui fonctionnent déjà. Sur la voiture, c'est plutôt aujourd'hui la batterie qui l'emporte, mais sur des transports plus lourds, et notamment de transport en camion longue distance, l'hydrogène peut être un carburant très intéressant. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cet écosystème pour préparer l'arrivée au milieu de la prochaine décennie, puisqu'on prévoit le premier avion hydrogène aux alentours de 2035. Les carburants durables. Alors, les carburants durables sont de différentes natures. J'aurais pu d'ailleurs faire une slide là-dessus. C'est soit des biocarburants, soit des carburants synthétiques. Puis c'est un peu un mélange des deux. Bon. Les biocarburants, donc, ce sont des carburants qui vont utiliser une source naturelle. Et cette source naturelle aura capturé du carbone, croissance de la plante. Et lorsque on va l'utiliser, on va rejeter du CO2, mais on va regarder le pourcentage de CO2 qu'on rejette globalement par rapport au pourcentage de CO2 que la plante aura pu absorber pendant sa croissance. Et donc là, on obtient ce qu'on appelle un LCA, Life Cycle Assessment, ce qui est le rendement. Et ce qu'on vise, c'est un rendement de 80%, c'est-à-dire que ce qui a été absorbé par la nature fasse 80% de ce qui va être rejeté. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les biocarburants. Aujourd'hui, le biocarburant le plus utilisé, c'est l'éthanol, qui est dans les voitures. Et vous avez une production mondiale d'éthanol qui est quand même assez importante. Ensuite, vous avez les carburants purement synthétiques, où là, on ne va pas aller chercher à capturer du carbone par la nature, on va aller le chercher à le capturer par des moyens technologiques, comme je disais, l'air carbone capture, qu'on va synthétiser avec de l'hydrogène qui va être produit avec des carburants verts. Et en fait, avec des molécules de carbone et des molécules d'hydrogène, vous pouvez synthétiser un carburant, donc un carburant synthétique. Et là, on peut avoir un LCA très, très important, puisque on va relâcher dans l'air à peu près le carbone qu'on aura capturé au préalable. Évidemment, il faut intégrer tous les processus de fabrication qui peuvent émettre aussi du CO2. Donc, on va arriver à un LCA d'à peu près 80, 90, voire proche de 100%. Il y a même des procédés qui sont carbone négatifs parce qu'ils capturent plus en fait que ce que génère la production. Il y a aussi tout ce que l'utilisation des wastes, donc des déchets
qui est reconnu parce que souvent ces déchets sont brûlés et donc émettent du CO2 et donc les règlements reconnaissent que l'utilisation, le recyclage, c'est l'économie circulaire. Bon, dans du plastique, vous avez aussi du carbone. Donc vous pouvez recycler des matériaux pour faire des carburants synthétiques avec un bon rendement. Le carburant le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'utilisation d'huiles usagées, hein, puisque les huiles proviennent d'une production biologique qui a absorbé du carbone. Souvent, il y a une première utilisation et on peut l'utiliser dans une deuxième utilisation pour le recycler et faire du carburant aéronautique. Donc, et après, par les processus qu'on appelle Fischer-Tropsch, qui est un processus ancien de gazéification, vous pouvez aussi donc utiliser des déchets municipaux et des plastiques, par exemple, mais aussi tout ce qui est déchets organiques d'une ville pour en faire un carburant. On a beaucoup de carbone, en fait, dans l'économie moderne. Et à partir du moment où on sait aussi récupérer des chaînes carbonées et hydrogénées, on peut synthétiser. Et évidemment, il faut à ce moment-là utiliser toujours de l'électricité décarbonée. Ça peut être du renouvelable, hein, tout ce qui vient de l'hydraulique, de l'éolien, du photovoltaïque, ou le règlement européen reconnaît aujourd'hui que l'utilisation de l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée et donc peut être utilisée pour ces carburants durables. Alors aujourd'hui, tous nos avions sont certifiés jusqu'à 50% de mélange SAF, CAD. Donc, en théorie, c'est déjà une réduction de 40% de l'empreinte carbone. Évidemment, les avions qu'on vend aujourd'hui vont voler encore en 2050. Il faut qu'ils soient capables de 100% SAF. Et donc, on fait beaucoup de tests moteurs, tests avions, pour voir en fait comment voler avec des carburants qui seront purement des carburants bio et des carburants synthétiques. La réglementation devra évoluer en parallèle. Ça vole très très bien. On vole déjà avec du 100% SAF. Après, il faut qu'on regarde sur un certain nombre de possibilités de pièces d'usure et les quantités de ce qu'on appelle notamment les aromatiques qui seront nécessaires ou les petits changements techniques qui éviteront des usures prématurées si on utilise les SAF. Et on s'est donc engagé à passer à des avions 100% SAF d'ici 2030. Vous voyez mon écran, engagement SBTI? Tout à fait. Oui, oui. Bon, je continue. Donc, Airbus, là je parle d'Airbus et plus de l'aviation en général, a pris des engagements SBTI. SBTI, ça veut dire Science Based Target. Si vous lisez les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, IEA, vous savez que pour maintenir à 1,5 degré le réchauffement climatique, nous avons un budget carbone, c'est-à-dire un maximum de carbone qu'on peut encore émettre dans l'atmosphère. Bon, je veux dire 500 gigatonnes à peu près. Si on veut 1,5, 800 plus gigatonnes si on veut arriver à 2 degrés, enfin si on veut limiter à 2 degrés. Et donc l'IEA essaye de voir quelle est la contribution de chaque secteur d'activité à ce budget carbone. Bon, il faut voir qu'aujourd'hui, on fait déjà 40 gigatonnes, hein, donc nos crédits sont très limités. Et évidemment, l'enveloppe se réduit. Et donc, Science Based Target, ça veut dire que la contribution de notre activité au réchauffement climatique correspond à cette trajectoire de cette enveloppe du budget carbone de 500 gigatonnes et que donc nous sommes dans cette enveloppe au niveau des émissions que nous pouvons réaliser. Et vous avez 3 scopes, 1, 2, 3. Donc le scope 1, c'est nos opérations industrielles. Le scope 2, c'est par exemple l'achat d'électricité, qui est décarboné ou pas. Et le scope 3, c'est en fait le carbone émis par nos produits. Et nos produits pour nous, c'est les avions que nous vendons pendant toute leur durée de vie. Et donc c'est la partie la plus importante, c'est ce que vont consommer les compagnies aériennes comme carburant et émissions de CO2 pendant toute la durée de vie. Mais donc, on a pris des engagements au niveau d'Airbus sur ces 3 scopes. Donc, 1 et 2, c'est réduction de 63% de nos émissions de carbone sur toutes nos activités industrielles d'ici 2030.
Bien sûr, tout ça avec un objectif net zéro émission 2050 et 46% de moins sur l'intensité carbone de nos avions. Donc, j'ai montré tout à l'heure les moins 20, moins 25% qui viendront à la fois de la technologie et de l'emport des carburants durables. Donc là, un objectif de 2035 comparé à 2015. Et puis, j'ai évoqué au tout début les effets non CO2. Donc les effets non CO2 et notamment les traînées. Alors c'est un domaine très complexe parce que par exemple, les NOx aujourd'hui sont réputés avoir un effet réchauffant, mais mangent le méthane qui a un effet réchauffant encore plus fort. Et donc il est possible que aujourd'hui les NOx aient un effet plutôt positif en réduisant mais à terme ils sont réchauffants. Et donc, à la fois sur l'amplitude de l'impact climatique, mais aussi sur les moyens de les résorber, nous menons beaucoup d'études. C'est l'objet d'une étude César qui s'appelle Ciconia notamment, pour détecter, parce que les traînées ne se font pas tous les jours, les militaires le savent bien puisqu'ils volent en dehors des traînées, et à des niveaux de vol qui varient aussi d'un jour à l'autre. Donc la science de l'atmosphère qui va permettre de détecter les conditions de formation est très importante. Et ensuite, on a deux facteurs. Qu'est-ce qui, dans les carburants et de le moteur, crée la cristallisation et donc comment la diminuer. Et ensuite, donc en matière ATM, comment voler en dehors de ces zones, et notamment la nuit, hein, puisque c'est là que l'effet réchauffant va être le plus fort. Donc on va travailler sur les moteurs, sur les carburants et sur la navigation aérienne pour contrôler aussi cet effet non CO2 de l'aviation. L'hydrogène peut aussi avoir un avantage sur ces effets non CO2, notamment si on parle des moteurs avec des piles à combustion, donc des moteurs électriques alimentés par hydrogène, où là, effectivement, on pense réduire aussi de manière importante ces effets non CO2. Alors, c'était un mouvement mondial, mais ça s'inscrit aussi dans la feuille de route européenne. Vous connaissez le Green Deal, vous connaissez le Fit to 55, donc l'objectif moins 55% d'émissions de CO2 de l'Europe. Alors, d'abord, l'aviation est dans les systèmes ETS, qui est un cap and trade, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans les ETS, vous êtes dans les objectifs européens, puisque en fait, vous devez acheter des droits d'émission en quelque sorte à ceux qui font mieux que les objectifs européens. Ce sont les ETS européennes, ce qui est à la fois un prix du carbone et un marché de carbone qui est pratiquement captif aujourd'hui. Et donc, c'est la partie grise du bas. C'est ce que les compagnies vont devoir acheter pour rester dans les objectifs du Green Deal. Et c'est un petit peu baissé, mais c'est quand même 100 euros la tonne. Donc, c'est un prix du carbone qui est déjà très significatif. Ensuite, vous retrouvez les parties en bleu, bleu clair et bleu ciel, où la technologie, les carburants durables vont jouer un rôle important avec les proportions que vous voyez. Donc les ETS, c'est ce qu'on appelle les market-based measures, sont des mesures de marché, mais l'Europe a aussi décidé de forcer en quelque sorte la prise en compte des carburants durables en imposant un mandat, donc une obligation d'emport. En fait, c'est une obligation qui est faite aux producteurs de carburant pour l'aviation. Donc, un producteur de ce qu'on appelle le Jet A1 aujourd'hui à Roissy va devoir progressivement, dans le carburant qu'il livre à Roissy, mais partout en Europe, aux avions de transport aérien, eh bien, augmenter la part des carburants durables, 2% en 2025, 6% en 2030, 20% en 2035, jusqu'à 70% en 2050. Et il y a un sous-mandat sur les carburants synthétiques pour aller jusqu'à 35% de carburants synthétiques, donc la moitié en 2035 en 2050 pour stimuler ce marché. Parce qu'aujourd'hui, on part un peu de zéro sur les carburants durables. Ce marché n'existe pas. Et puis, il y a, vous le verrez après, un prix beaucoup plus important qu'on peut compenser de différentes manières. Mais donc, à partir du moment où ça devient obligatoire, eh bien, effectivement, indépendamment du prix, je dirais, on met forcément sur le marché ces carburants durables. Et pour les carburants synthétiques,
où il y a à la fois de la technologie à développer et un prix au départ plus élevé, ben, il y aura une incitation aussi par un sous-mandat. Alors, pour lutter contre le prix élevé, l'Europe veut mettre en place un crédit ETS, donc vous aurez des crédits gratuits pour l'utilisation des carburants durables qui permettront de compenser en partie le prix additionnel. Mais c'est limité, c'est capé à 20 millions de tonnes de TS qui correspond à peu près alors c'est 2 milliards, mais vous allez voir tout de suite après que le coût est quand même beaucoup plus important. On a fait un chiffrage de l'ensemble des mesures qui correspondaient en Europe, ça existe au niveau international aussi via la TAG, de ce que coûtait en fait la transition écologique. Et vous voyez ici en cumulé l'ensemble des dépenses supplémentaires que l'aviation européenne va devoir engager pour arriver au net zéro en 2050. Alors, on a une base, hein, business as usual, dans lequel vous avez le remplacement des avions, puisqu'évidemment les avions, bout d'un temps, sont remplacés, les investissements dans les services de navigation aérienne, et puis l'achat normal du carburant pour aviation. Donc ça, en cumulé, ça fait 1000 milliards d'euros de maintenant à 2050. Mais vous voyez que les dépenses supplémentaires qui vont venir s'ajouter là-dessus représentent 820 milliards. Donc ce n'est pas tout à fait un doublement de la dépense, mais presque. Hein. Et donc ça mesure bien l'un des enjeux majeurs de cette transition écologique à laquelle on s'est tous engagés, qui est les dépenses supplémentaires engagées. Alors, c'est de la recherche et développement. Nous, Airbus, on investit 3 milliards par an dans le développement de ces nouvelles technologies. C'est une accélération du remplacement des flottes pour des compagnies qui ont pris des engagements très forts, SBTI comme nous. Elles accélèrent le remplacement des flottes pour bénéficier des 20 à 25 de réduction de carburant et donc d'émissions de CO2 ces nouveaux avions. Donc ça engendre une accélération des flottes, donc un investissement supplémentaire. Des infrastructures pour la nouvelle génération d'avions, notamment les infrastructures pour le stockage d'hydrogène. L'amélioration, on a vu les 8% de l'air traffic management, donc les investissements réalisés supplémentaires. Et puis une grosse partie, c'est le coût supplémentaire de ces carburants alternatifs, 441 milliards sur les 800. Donc on trouve la moitié sera le prix supplémentaire, le coût supplémentaire des carburants durables. Et enfin, la partie résiduelle, ce serait aussi à compenser via les ETS ou du carbone capture, donc 150 milliards. Donc vous voyez là, et en cumulé et en coloré, donc comment cette transformation va nécessiter des dépenses supplémentaires. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs approches pour essayer de gérer cette question, notamment du surcoût des carburants durables. Donc, le mandat européen, avec quand même un certain nombre de compensations. L'avantage du mandat européen, c'est qu'il donne une vision de long terme, puisqu'on connaît la proportion de carburants durables. Et pour les investisseurs, dans un marché complètement nouveau, avoir une certitude des volumes à produire, c'est intéressant. Et puis, il y aura forcément un marché, puisque c'est un marché qui devient obligatoire. Il faut arriver à 450 millions de tonnes de SAF à peu près en 2050, en partant pratiquement de zéro aujourd'hui. Et donc là, ça donne 450 millions de tonnes au niveau mondial, à peu près, je pense, 15% au niveau européen. Ça donne une visibilité. Par contre, il y a très peu de systèmes incitatifs au niveau des prix. Au niveau américain, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de mandat, mais il y a des incitations, des subventions très fortes, à la fois au niveau de l'investissement et au niveau de l'utilisation avec des crédits d'impôt. Ça vient un peu du système californien qui a été développé pour les carburants durables pour l'automobile. Donc là, on donne des crédits d'impôt et on sécurise aussi les investisseurs avec des garanties fédérales, des subventions, etc. Ça donne moins de visibilité de long terme, mais sur le court terme, c'est très attractif, à la fois pour les investisseurs
parce qu'ils ont beaucoup de subventions, et pour les usagers, puisqu'ils ont un prix du coût du carburant durable qui se rapproche du prix du kérosène. Bon, donc les deux approches sont totalement, assez différentes. Chacun a des avantages. Disons que les Américains, sur le court terme, ont l'avantage. On verra sur le long terme si l'Europe arrive effectivement à créer les investissements nécessaires, parce que le risque aussi, c'est du coup qu'on importe du carburant durable plutôt qu'on investisse dedans si les conditions d'investissement sont moins performantes en Europe. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 fois plus de projets aux États-Unis qu'en Europe, donc on voit que la dynamique européenne sur le court terme est quand même très très forte pour attirer les investissements. Vis-à-vis de ces questions-là, et j'arrive presque à la fin, une question fondamentale, compte tenu de ces investissements et de ces coûts supplémentaires, c'est la question du level playing field. Si celui qui investit dans la décarbonisation n'est plus compétitif, le système ne va pas fonctionner. Et donc, l'un des objectifs qu'on poursuit et qu'on essaye de faire valider à la fois par les États et par les acteurs du transport aérien, c'est l'idée qu'il faut un level playing field mondial. C'est-à-dire que, et en prenant l'exemple de la sécurité, on a vu l'histoire de la sécurité qui est assez formidable en aviation tout à l'heure, les mêmes règles de sécurité s'appliquent à l'ensemble de l'aviation mondiale. Et donc, il n'y a pas de moins-disant en termes de sécurité qui pourrait essayer de tirer un avantage compétitif. Idéalement, il faudrait arriver à un level playing field aussi au niveau mondial sur la décarbonation pour que celui qui fait moins n'en tire pas un avantage compétitif. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué, mais c'est intéressant de voir qu'on progresse. Vous avez ici les résolutions de l'OACI, ce qu'on appelle Long Term Aspirational Goal, donc par rapport à 2050. Alors, ce sont des résolutions de l'OACI qui marquent un consensus des États, mais après, c'est à chaque État individuellement de mettre en place des mesures, et on a vu qu'on pouvait les mettre en place différemment entre l'Europe et les États-Unis, mais au moins l'objectif est le même. Et donc, notamment, de continuer à améliorer la performance de 2% par an, et puis se donner les moyens d'arriver au net zéro via tous les leviers politiques et économiques. Et pour ça, on a besoin de la réglementation et on a besoin de l'effort des États pour y arriver. Et l'an dernier, on a marqué une nouvelle étape qui est une première milestone, donc un premier point qui est, considérant que les carburants durables aujourd'hui sont majeurs, de fixer un objectif global au niveau mondial qui est 5% de réduction des émissions de CO2 en moins par l'utilisation des SAF, ce qui veut dire 6-7% d'utilisation des SAF, ce qui correspond aussi au mandat européen. Et donc, si tous les États du monde mettent en place des politiques, on voit qu'on aura créé un mouvement international où l'emport des carburants durables est à peu près harmonisé dans le monde. Alors évidemment, ça n'est qu'un début, mais il faut le temps d'investir dans les usines pour fabriquer. Donc avec un objectif à peu près commun, et on commence donc à créer. Et pour ça, on a la chance d'avoir de l'OACI. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait fêter les 80 ans de la Convention de Chicago. Je vous invite à relire la Convention de Chicago, 44, qui rappelle que l'aviation doit pouvoir se développer comme un facteur de paix et de sécurité dans le monde. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui parce que l'échange entre les pays, entre les peuples, sont toutes essentiels pour essayer de garder un monde ouvert et plutôt pacifié. Donc, l'OACI, cette gouvernance, a réussi sur le plan de la sécurité. On a quand même déjà beaucoup de standards communs à l'OACI sur la certification des avions, sur le bruit, vous le savez, il y a des standards bruit. Vous savez peut-être moins, il y a des standards CO2. Les avions sont certifiés un peu comme les voitures aussi, avec des standards CO2, des standards NOx et des standards microparticules. Donc l'OACI a vraiment, et on réfléchit d'ailleurs à de nouveaux standards pour la génération suivante. Donc l'OACI a vraiment des éléments à la fois de politique
et de standardisation très fort pour essayer de créer ce level playing field. Donc on aime bien l'Europe, on aime bien l'aspect dynamique de l'Europe, mais on rappelle souvent à l'Europe que la décarbonisation est un enjeu global et donc il faut que l'Europe avance, mais surtout qu'elle s'inscrive dans l'action des organismes internationaux pour créer ce mouvement international. En conclusion, donc la décarbonisation de l'aviation est tout à fait possible. On a une trajectoire qui nous paraît solide. On y est engagé à la fois du côté des industriels et des États. Ça passe par des innovations technologiques. Nous, Airbus, on est au cœur de toutes ces technologies qui doivent permettre cette décarbonation. Ça demande aussi des investissements lourds en recherche-développement, comme je l'ai dit, mais plus généralement des dépenses supplémentaires. L'industrie européenne est très forte, hein, Airbus, Safran, Thales, Dassault. Donc on a, au niveau technologique, on a pris d'ailleurs sur l'aviation commerciale le leadership mondial. Donc on est force de proposition. Airbus s'est donné comme raison d'être, hein, d'être le pionnier de la décarbonation de l'aviation pour un monde plus sûr et plus uni. Donc on veut vraiment être des pionniers, mais on a besoin d'un cadre réglementaire dans lequel on parlait aussi de l'avion hydrogène. Il va falloir de nouveaux standards de la production d'hydrogène. Et là, on est en amont. C'est pas nous qui allons produire l'hydrogène. Il faut que le secteur de production d'énergie s'y mette. Et donc, il faut que l'Europe intègre son cadre dans l'action de l'OACI, que tout le monde s'unisse pour y arriver. Donc, c'est faisable, c'est notre volonté, mais ça n'est qu'au travers d'une action conjointe et très coordonnée des États et de l'industrie que nous pourrons y arriver. Voilà. Et l'enjeu, c'est d'assurer que les générations futures puissent bénéficier de ces atouts incroyables de l'aviation que vous tous avez contribué à développer au cours des décennies précédentes et qui est quand même cette possibilité de voyager rapidement à travers le monde, de connaître d'autres cultures, de développer des échanges. C'est un atout considérable, mais ça ne peut se poursuivre que si on arrive effectivement à résoudre le challenge de l'aviation décarbonée. Donc voilà ce que je voulais vous présenter et puis je serai très content de répondre à vos questions. Oui, donc merci beaucoup donc, pour cette présentation à la fois très complète et très précise. Et donc maintenant, c'est le temps des questions. Alors, à vous la parole. Micro. Oui, Laurence. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Oui, c'était très intéressant. Alors, après, moi, je viens du milieu d'un métro. En ce moment, je suis dans le transport terrestre, dans le ferroviaire, où évidemment, les gens font beaucoup de la gestion machine. Ce que, évidemment, j'ai vu les comptes. Mais il y a quelques questions qui interviennent dans énormément de colloques, de choses comme ça, auxquelles j'insiste. La première question, c'est quand on parle des SAF, et même dans les colloques à la DGAC, on entend ça, il y a une inquiétude qui se manifeste assez fortement sur le fait que les carburants sont en quantité vraiment nettement insuffisante, qu'il y a un nombre très important de secteurs de l'industrie qui en demandent, et que la quantité de carburants possiblement produite et affectée à l'aviation est très, très, très largement insuffisante. Disons, aux besoins de l'aviation. Donc, ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question, puisque, en fait, il y a un peu plus sur l'avion à l'hydrogène. L'hydrogène étant effectivement une voie d'espoir assez importante, néanmoins, j'ai compris que l'hydrogène pouvait poser en termes de sécurité des questions particulières, notamment son caractère éminemment explosif. Et donc, je voulais savoir comment vous voyez les choses, en particulier sur l'avion. Merci. Alors, deux bonnes questions. Hein. Sur les carburants durables, le feedstock existe et il est largement suffisant pour l'aviation. Ce qu'il va falloir regarder, c'est ce qu'on appelle les compétitions d'usage. Donc, la biomasse, quand vous regardez les perspectives de l'IEA, qui est vraiment
la référence internationale qui est le plus aboutie hein, sur cette question de transition écologique. La biomasse représente 20% de la solution mondiale. Donc, l'utilisation de la biomasse qui permet hein, de capter le CO2 avant de le rejeter est essentielle et pour de très nombreux secteurs industriels, on génère de l'énergie par la biomasse et tous les industriels l'utilisent. Et donc, c'est la compétition des usages. Et nous, ce qu'on aimerait effectivement, c'est que les gouvernements français, européens se saisissent de la question. On subventionne toujours l'utilisation de l'éthanol pour la voiture et en même temps, on veut une transition vers la voiture électrique puisqu'en 2035, on doit passer au tout électrique. Donc, est-ce qu'il faut continuer ces subventions? Il y a à peu près 100 millions de tonnes d'éthanol produit dans le monde qui va vers le transport terrestre. Donc, on peut espérer que, en même temps, cette production aille plutôt à ce moment-là pour l'aviation, qui, elle, n'a pas cette alternative de l'électricité pure et de la batterie. Donc, il va falloir inscrire tout ça, effectivement, dans les compétitions d'usage. Après, il y a beaucoup de feedstocks qui ne sont pas utilisés aujourd'hui, qui ne sont pas vraiment en concurrence avec les autres secteurs. J'ai parlé de tout ce qui était circulaire et donc économie circulaire. Alors, ça peut être des résidus agricoles. Quand vous faites de la canne à sucre, ben aujourd'hui, vous brûlez dans beaucoup d'endroits. Ce qui n'est pas utilisé pour le sucre, c'est une ressource pour du carburant durable. Donc, il faut beaucoup mieux l'utiliser que le brûler. Et puis, à la fin, ben, il y a les carburants synthétiques hein, qui sont en compétition, je dirais, avec rien, puisque vous prenez du carbone dans l'air, vous prenez de l'électricité, vous faites de l'hydrolyse et vous synthétisez tout ça. Et donc la question derrière, c'est de mettre en œuvre la production énergétique hein, qui est au cœur de la transition écologique. Et là aussi, il faut que vraiment les États se saisissent de la nécessité de s'engager plus vite, plus fort dans la production d'électricité décarbonée via tout le panel, hein, que ce soit l'hydro, le photovoltaïque, l'éolien. Il y a beaucoup de projets en France hein, mais qui mettent du temps à se réaliser. Donc, il faut certainement accélérer. C'est vrai pour l'aviation, mais c'est vrai pour toutes les industries. Hein. L'automobile électrique ne va pouvoir se développer que si la production d'électricité suit, et ce qui veut dire à la fois en amont de la production d'électricité, mais aussi hein, les réseaux d'infrastructure et des réseaux de distribution. Donc c'est vrai qu'on a vu le volume de dépenses supplémentaires sur l'aviation, mais en amont, vous avez sur le plan de la production d'électricité décarbonée, les infrastructures de transport, des investissements très importants. Et il faut vraiment que les États se mobilisent là-dessus. Toute cette partie amont, on ne peut pas forcément nous la contrôler et on en sera aussi dépendant. Après, sur l'hydrogène, bah évidemment, nous, on est dans l'aviation, donc on ne peut faire que des avions absolument sûrs et maîtriser cette technologie comme on maîtrise aujourd'hui celle des carburants, hein, qui sont aussi hein, inflammables, explosifs. Et après, vous voyez que l'hydrogène est déjà utilisé hein, dans des véhicules terrestres, et donc avec des normes et des critères de sécurité qui seront partout les mêmes. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la sécurité est la priorité numéro un et le restera pour l'hydrogène comme pour les autres technologies de l'aviation. Mais ce n'est pas un élément de blocage. On pense qu'en mettant tous les moyens nécessaires, les réglementations nécessaires, on doit pouvoir maîtriser l'hydrogène comme le font les transports terrestres aujourd'hui et même avec le niveau d'exigence de sécurité de l'aviation. En tout cas, on ne l'a pas identifié comme un point bloquant dans le développement d'un avion hydrogène. Merci. Claude, tu veux poser des questions? Bonjour. Micro. Bonjour Marc. Je voudrais présenter la question sur l'hydrogène. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les étapes qui ont été franchies par la Russie aujourd'hui, aussi bien en ce qui concerne la partie moteur, la partie stockage de l'élément,
pour atteindre l'objectif de date que nous a indiqué et fait compris qu'en 2035, Airbus sera adapté à l'avion en entreprise. Sachant que je suis persuadé que je développerai tout à l'heure, l'aspect sécurité et les aspects certification seront des enjeux extrêmement importants. Merci. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails trop techniques, dont certains sont confidentiels d'ailleurs, mais ce qu'on a déjà annoncé publiquement, hein, ce sera déterminant dans le programme, parce qu'évidemment, on travaille sur le réservoir cryogénique, on travaille sur la transmission du carburant, sur les moteurs, etc. Donc, on prévoit dans les prochaines années, mais assez rapidement, comme on le fait toujours, des essais au sol de l'ensemble de la chaîne de production d'énergie, hein, donc depuis le réservoir jusqu'à la propulsion. Mais le plus significatif, c'est entre 2026 et 2028. On va équiper un de nos A380. Hein, on a toujours des mécènes, donc des A380 chez Airbus qui servent à faire évoluer les technologies. Et l'avantage de l'A380, bah, c'est qu'il a un fuselage assez important. Donc, y loger un réservoir à hydrogène et tester un moteur qui sera non pas d'ailleurs sous les ailes, mais sur le fuselage pour tester toute la chaîne de propulsion. Et donc, ce sera vraiment, et donc on voit que c'est à relativement courte échéance, hein, le test le plus important pour valider tout ce qu'on développe un petit peu au sol aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va à la fois valider donc toute la chaîne technologique de propulsion à hydrogène, mais aussi les effets induits sur le climat, et notamment ce que je disais tout à l'heure, l'effet induit sur les nuages de condensation. Donc voilà, donc on continue à maturer les technologies au sol, à faire des bancs de test avec des modules expérimentaux, et ensuite on les assemblera dans l'avion, je disais, à partir de 2026 pour avoir un premier test en vol de validation de l'ensemble de chaînes de distribution et de propulsion d'un avion à hydrogène. Et à partir de là, ça doit ouvrir la définition plus précise du programme, hein, qui est l'avion proprement dit avec toutes ses composantes, qui sera définie avant 2000. Les dernières paroles ont été coupées. Non, je disais que c'était le compte à rebours pour la mise en service en 2035 qui reste l'objectif affiché. Merci. Autre question? J'ai peut-être une question, alors peut-être que j'ai raté un passage peut-être, mais dans ta présentation, sur le plan économique, on voit bien que des investissements pour satisfaire cette évolution majeure et absolument indispensable sont colossaux. Est-ce qu'on a une idée, une ébauche de la répercussion sur le coût d'accès au transport aérien? C'est-à-dire que si les carburants sont performants mais beaucoup plus chers, quel sera l'impact sur une tendance moyenne du coût du transport, et est-ce que ce surcoût peut contribuer à ralentir le développement du transport aérien lui-même? Oui, il y a différents types d'études. Il y a une étude qui a été faite par la TAG, donc au niveau mondial, sachant que le prix du carburant va augmenter, ça c'est sûr, mais la performance des avions continue d'augmenter. Donc, dans quelle mesure l'augmentation de performance de l'avion, qui n'est pas simplement, hein, sur les moteurs, mais aussi sur l'optimisation de la cabine, etc., on a amélioré la performance de l'avion de 2,5 par an de manière à peu près continue au cours des 30 dernières années. Est-ce que on a vu les 2%, donc ce qui est sûr, c'est qu'une partie du coût supplémentaire, notamment des carburants durables, va être absorbée par l'amélioration de la performance. Après, tout dépend du prix final du carburant durable. Est-ce que dans des processus très optimisés, on arrive
petit à petit, c'est sûr qu'aujourd'hui, les carburants durables sont beaucoup plus chers que les carburants pour aviation traditionnelle. Et là, on a des évolutions dans le temps qui montrent que, avec l'amélioration, et notamment sur les carburants synthétiques, on n'arrivera pas à 1, mais on peut se rapprocher de 1,5 à 2. Et à ce moment-là, il y aura une augmentation du prix du transport, mais qui ne devrait pas impacter très sensiblement l'économie du transport aérien. Mais donc la partie carburant durable et son évolution dans le temps, de son coût, va être assez déterminant. Et aujourd'hui, c'est très très difficile d'avoir des perspectives très long terme sur alors le prix d'énergie, parce qu'en amont aussi, pour faire de l'hydrogène, etc., il faut un prix d'énergie. Où se fera aussi la production de manière optimisée avec des sources d'énergie très compétitives. Donc on n'a pas vraiment de perspective très long terme. Ce qu'on a, nous, ce qu'on appelle le Global Market Forecast, qui est donc l'impact de tout ça sur la croissance. On voit un ralentissement de la croissance du trafic avec l'effet prix, mais qui est encore assez marginal. Donc on descend en dessous de 4%, mais on reste à 3,6%. Donc on pense que ça ne devrait pas fondamentalement remettre en cause l'économie du transport aérien. Ce qui est plus important, c'est ce que je disais avant, c'est le level playing field, quoi, hein. C'est-à-dire que il ne faut pas que ça joue sur la compétition entre compagnies aériennes. Sinon, là, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Mais si ça se fait dans un marché global supporté par tout le monde, à ce moment-là, il y aura sans doute un surcoût très difficile de mesurer son ampleur, et sans doute ça ne mettra pas en péril l'économie globale du transport aérien. En même temps, on considère que l'économie du transport aérien, bah, évidemment, elle dépend aussi, hein, du fait qu'elle sera capable de se décarboner. On n'imagine pas une croissance qui serait pas compatible avec l'objectif net zéro que j'ai montré aujourd'hui. Il faut absolument que cette croissance soit durable, et donc que la croissance ne mette pas en cause notre capacité à atteindre le net zéro en 2050. Donc il y aura la capacité effectivement à suivre la trajectoire, le prix, et puis vraiment la mesure de la décarbonation qui viendra de tous les deviers que j'ai engagés. Donc sans doute une augmentation des prix. Dans quelle proportion, on ne sait pas encore, et on pense que c'est absorbable, et que donc on va arriver à l'objectif en 2050. Oui, Pascal. Oui, on a à l'écran là une super photo d'Airbus. Et ce qui me marque sur le bimoteur, le single aisle, c'est la réduction significative des ailes, voire du stabilisateur horizontal, mais pas du stabilisateur vertical de la dérive. Et je voulais savoir si c'est une vue d'artiste ou c'est C'est une vraiment… vue d'artiste, hein. C'est complètement une vue d'artiste. Non, ça n'a pas de. Non, c'est une vue d'artiste. Donc, comme je disais, hein, on fait des études de performance en général de l'avion, notamment sur les ailes, etc. Donc, la tendance, comme tu le sais sans doute, hein, sur les ailes de nouvelles générations d'aircraft, c'est plutôt un allongement des ailes. Merci, oui. Question à droite, oui. Alors, sur un sujet aussi immense et passionnant, ça se fait des dizaines de questions et de remarques, donc j'ai essayé de me limiter à une seule. On parle d'un objectif, donc, tout ça par conscience, une capacité de progrès, un objectif de zéro émission. Mais qu'en est-il de l'objectif de bilan énergétique? Parce que pour prendre un seul exemple, que le rendement d'un kilo d'hydrogène soit 3 fois supérieur au rendement énergétique d'un kilo de kérosène, soit. Mais quel est le coût énergétique pour maintenir avec un moyen cryogénique de l'hydrogène à l'état liquide? Est-ce que là, le bilan économique, le bilan énergétique va être aussi favorable? Je ne suis pas sûr de bien avoir entendu. J'ai compris que c'était l'ensemble de l'efficacité des nouvelles énergies, hein, c'est ça? Oui, si on veut, ça dépend aussi où on est. On a tendance,
dans la médiatisation écologique de tous les problèmes, qu'ils soient sur l'industrie automobile et en particulier dans les applications de la Chine, à mesurer ce que l'on peut mesurer au niveau de la mise en œuvre du système, en oubliant que la fabrication, par exemple, a un coût. J'ai des chiffres dont je n'ai pas la certitude qu'ils soient exacts. Si vous avez une information dessus, je suis preneur. D'aucuns disent un panneau solaire, c'est 0 émission, c'est génial. Seulement, pour fabriquer un panneau solaire, il faut des quantités d'énergie absolument considérables. Il faut chauffer des silices à des températures qui fait que globalement, le kilowattheure produit, et certains silices diraient, le kilowattheure produit par un charbon, c'est un bilan énergie moins qu'un kilowattheure produit par un panneau solaire. Et donc, en matière d'hydrogène, je pense que le maintien de la alternative doit avoir un coût considérable et qu'on n'a pas de faire le rendement comparé de l'hydrogène par rapport au hydrogène. Bon, je peux répondre, hein, c'est que la transition écologique nécessite d'adresser tous les segments, hein, de l'amont et de l'aval. Donc moi j'ai parlé des scopes 1, scope 2, scope 3 d'Airbus. Tout ça est codifié, hein, c'est pas nous qui définissons ce qu'est un scope 1, un scope 2, et d'ailleurs c'est certifié, en l'occurrence par le SBTI, des organismes extérieurs, il y a le CSRD qui va se mettre en œuvre au niveau européen, donc un reporting très précis et qui permettra aussi aux politiques de mesurer toutes les chaînes amont et aval. Donc nous, évidemment, l'engagement qu'on prend, il est sur notre scope 1, scope 2 et scope 3, qui va quand même assez loin, puisque le scope 3, c'est tout le carbone émis par nos avions en vol, qui n'est plus vraiment chez nous, hein, qui est chez les clients. Mais et donc tout ça est codifié et évidemment, chaque segment de la chaîne doit agir sur son carbone et ses émissions. Et donc, je vous ai donné, hein, les engagements pris par Airbus, scope 1, scope 2, moins 63%, scope 3, moins 46%. Donc, on voit qu'on n'est pas dans des petits chiffres, hein, mais tout ça est codifié, hein, et sur les parties amont et sur les parties aval, mais dans le périmètre qui est effectivement notre périmètre d'action, celui de l'aviation et plus particulièrement. Après, il faut regarder effectivement si on veut aller jusqu'à la fabrication des panneaux, etc., beaucoup plus en amont. Et là, sur le scope de ces fabricants eux-mêmes, là, c'est plus un domaine dans lequel nous, on peut œuvrer, et c'est d'ailleurs plus un domaine spécifique à l'aviation. C'est tout la question énergétique amont. Oui, Marc, merci d'avoir. Non, avec très grand plaisir pour cette présentation, pour vous rejoindre. Et donc à très très bientôt.